Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé «Le vrai prix du poisson». Je suis Élodie Jolivet, directrice de la communication de la Fondation de la mer. Alors en préambule, 2 mots pour ceux qui ne nous connaissent pas sur la Fondation de la mer. Notre mission, mobiliser les entreprises, le grand public et les décideurs pour soutenir des projets à impact pour préserver les écosystèmes, gérer durablement les ressources marines et lutter contre les pollutions. Donc notre conviction pour y parvenir, il faut remettre l'océan au cœur de nos vies. Nous sommes partenaires de l'éducation nationale avec laquelle nous construisons des programmes pédagogiques. Nous sommes enfin observateurs pour l'ONU et sommes à ce titre présents dans les grands rendez-vous internationaux comme en juin dernier à l'UNOC. Interviendront dans le cadre de ce webinaire Alexandre Yachine, directeur général de la Fondation de la mer, qui est à côté de moi, Philippe Valette, océanographe, fondateur de Nausicaa et membre du conseil d'administration et du conseil scientifique de la Fondation, Eléa Daguenet, qui n'intervient pas, mais qui est à côté de nous, qui est responsable du plaidoyer à la Fondation de la mer. Et nous avons grand plaisir à accueillir aujourd'hui également Amélie Giardini, responsable plaidoyer océan chez Environmental Justice Foundation, EJF. Alors, pourquoi avoir choisi d'aborder ce thème? Donc après, si vous nous avez suivi, un webinaire sur la pollution plastique, un autre sur les aires marines protégées. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que derrière le poisson que nous consommons se cache souvent une réalité bien plus complexe, une industrie opaque, minée par le manque de traçabilité, l'absence de durabilité et gangrénée par le crime organisé. Nous parlons évidemment de la pêche illégale. En pleine COP30 qui marque les 10 ans de l'accord de Paris, des questions liées à l'océan, à la pêche et à l'alimentation ont été au cœur des discussions cette semaine. Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir. Avec donc pour la première fois un pavillon entièrement dédié à l'océan. Cela fait également 1 an qu'a été publié notre rapport sur la pêche illégale, Vaincre la pêche illégale, une promesse pour nourrir le monde. Nous vous partagerons le lien vers ce rapport ultérieurement. Et c'est l'occasion de faire le point sur les avancées juridiques en matière de pêche illégale, les ambitions que nous portons pour l'avenir à la Fondation. Et c'est également l'occasion de vous donner quelques clés pour consommer plus durablement. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Nous allons débuter par un état des lieux de la pêche dans le monde. Donc, c'est Philippe qui nous présentera cette partie. Nous ferons un focus sur notre consommation. Nous reviendrons sur la problématique de la traçabilité et du fléau de la pêche INN, illégale. Amélie nous parlera à cet égard des conséquences dramatiques humaines de ces pratiques mafieuses. Et enfin, nous ferons le point sur les avancées juridiques depuis 1 an et les attentes de la Fondation pour l'avenir. C'est Alexandre qui nous présentera cette partie. 2 petites précisions en préambule. Donc, nous avons décidé de nous focaliser sur le poisson pêché et non sur le poisson issu de l'aquaculture, qui représente pourtant 51% de notre consommation. Enfin, nous savons que le sujet de la pêche, hein, comme les aires marines protégées, peut générer des désaccords. Nous sommes là pour éclairer et dialoguer tous ensemble de manière constructive. Je vais laisser la parole maintenant à Philippe pour la première partie. Donc, il va nous dresser un panorama de l'état de la pêche dans le monde. Oui, merci Élodie, bonjour à tous. Bien, la pêche est effectivement fondamentale pour l'humanité puisque les ressources halieutiques sont essentielles pour 1 milliard de personnes. Les produits de la mer constituent la principale source de protéines consommées pour ce milliard. Pour 3,2 milliards de personnes dans le monde, poissons, crustacés et mollusques constituent au moins 20% des protéines animales consommées. Donc c'est énorme. En France, la pêche fait directement vivre 12 500 marins-pêcheurs. Ils étaient, rappelons-le, 25 000 il y a 35 ans. C'est un chiffre à garder en tête. Les ressources halieutiques sont à divers titres indispensables, mais dans quel état se trouvent nos ressources? Alors, environ 80 millions de tonnes de poissons sont pêchés chaque année dans le monde. 35,5% de ces stocks font l'objet de surpêche. En Méditerranée, de façon globale, ce sont 93% des stocks qui sont surexploités, rappelons-le. On le voit très bien sur cette carte de l'Atlantique Nord. En 100 ans, la biomasse des poissons de fond a considérablement diminué. Et 7 pays représentent 50% des captures totales. Dans l'ordre, c'est la Chine, l'Indonésie, le Pérou, la Russie, les Émirats arabes unis, l'Inde et le Vietnam. Et la Chine représente à elle seule 14,3% des captures mondiales. Mais il faut aussi donner des bonnes nouvelles. 70% des stocks sont bien gérés dans les eaux communautaires, contre 25% il y a 35 ans.
Donc, ça représente une évolution très encourageante. Ça veut dire que quand on prend les moyens, eh bien, on y arrive. La pêche occupe une place importante dans l'économie mondiale et elle est détenue par une poignée de nations, on l'a vu, et nous verrons plus loin les problématiques que ça pose. De l'autre côté, en tant que consommateurs, savons-nous vraiment d'où vient le poisson qui arrive dans notre assiette? En préambule, quelques chiffres de consommation de poissons dans le monde. En Asie, c'est 25 kilos en moyenne par an et par habitant. En Amérique du Nord, Océanie, Europe, autour de 22-23 kilos. En Amérique latine et Caraïbes, c'est 10 kilos et en Afrique, 10 kilos également. Et l'Europe se place parmi les plus grands consommateurs mondiaux. Pourtant, 70% des poissons consommés sont importés en Europe. Quant à la France, elle fait partie des champions européens avec l'Espagne et la Belgique. En effet, la consommation moyenne annuelle par habitant de poissons en France est de 32 kilos, donc contre 20 kilos en moyenne pour le reste du monde. Nous avons donc une énorme responsabilité et un vrai pouvoir d'influencer la filière pêche mondiale. Et l'enjeu est de taille. La demande a explosé, mais les stocks s'effondrent. Donc il faut consommer moins certainement, mais surtout mieux. On estime qu'il faudrait consommer entre 10 et 12 kilos par an, globalement, mondialement, par habitant, pour assurer le renouvellement des stocks. Donc il devient urgent de changer nos habitudes de consommation et il ne s'agit pas d'arrêter de consommer du poisson, encore une fois, mais de consommer mieux et consommer en respectant le rythme de la nature. En effet, comme les légumes et comme les fruits, le poisson a une saisonnalité. Pour réduire la pression sur les stocks, notre consommation devrait suivre le cycle de reproduction propre à chaque espèce pour lui permettre de grandir, de se reproduire et d'assurer donc sa pérennité pour les générations futures. C'est le principe de la durabilité de la pêche. En respectant les périodes où les poissons se reproduisent, on réduit la pression sur les populations marines et on diminue l'empreinte carbone liée à une pêche intensive et décalée. Alors ça signifie pour le consommateur une chair plus ferme, plus savoureuse parce que c'est la bonne saison, un prix plus avantageux car les poissons pêchés au pic de leur saison sont plus abondants, mais c'est aussi donc respecter les cycles naturels de reproduction qui est essentiel pour préserver les ressources marines. Mais ce n'est pas suffisant, il est essentiel d'être renseigné sur l'espèce, sur la zone de pêche de façon à déterminer le stock d'origine, sur la taille de capture, sur la pratique de pêche. Et pour ça, il faut s'intéresser à l'étiquetage. Et je laisse la parole à Élodie. Merci Philippe. Alors, notre consommation de poissons est très peu diversifiée. En France, c'est le saumon, issu en général de l'aquaculture, hein, à 99%, le thon, le cabillaud et la crevette d'aquaculture qui dominent le marché. Cette pression de la demande à l'égard de certaines espèces intensifie l'épuisement des stocks. Exemple, le thon est aujourd'hui l'un des poissons les plus prisés au monde et pour cause, il rapporte gros. L'industrie du thon représente environ 24% du chiffre d'affaires global lié aux produits de la mer. Et c'est le poisson, pêché le plus consommé en France avec une moyenne de près de 5 kilos. Évidemment, le succès, des pokéballs, des sushis et cetera que vous connaissez bien, il y est pour beaucoup et c'est un produit, qui est très, très populaire, pour sa praticité, notamment sous la forme, des boîtes, de conserve et d'ailleurs l'ONG Bloom a par ailleurs démontré, l'impact de cette surconsommation, des boîtes de conserve de thon sur notre santé, via, la quantité de mercure. Les 3 principales espèces consommées donc sont aujourd'hui le thon albacore, également appelé thon jaune, hein, qui est réputé pour sa chair tendre et rosée et qui est surexploité dans l'océan Indien. Le thon obèse, souvent transformé en conserve. La bonite à ventre rayé, que vous connaissez sous l'appellation de listao. C'est l'espèce de thon la plus pêchée au monde. L'opacité des contrôles, de la gestion et de la surpêche alimente un système aux conséquences environnementales et humaines parfois dramatiques. Certaines populations de thon s'effondrent, déséquilibrant la chaîne alimentaire et les écosystèmes. On peut quand même se mentionner et se féliciter, du cas du thon rouge en Méditerranée, hein, qui revient, et qui prouve que lorsqu'une gestion rigoureuse est mise en place avec des quotas, une surveillance des contrôles et puis une coopération aussi, hein, vraiment entre les États, les populations peuvent se reconstituer. En tant que consommateur, ce que vous mettez dans votre assiette est bien plus qu'un simple choix alimentaire, c'est un acte qui influence la santé de l'océan, la vôtre, mais aussi la subsistance des communautés côtières.
Si l'espèce que nous consommons doit être choisie donc avec vigilance, il faut également s'intéresser à sa provenance géographique. Alors pour cela, un super outil, vous avez la carte de la FAO, donc Food Agriculture Organization, qui en fait découpe l'océan en 27 zones de pêche. Leur gestion, chaque zone, donc la gestion est encadrée par des gouvernances régionales spécifiques qu'on appelle ORGP, qui fixent les quotas de pêche, les engins permis, contrôlent les captures accessoires et mettent en place des mesures pour limiter la surpêche et protéger la biodiversité marine dans ces zones. Donc, nous vous conseillons de privilégier les zones les plus proches de France hexagonale, à savoir l'Atlantique Nord, la zone numéro 27, et la Méditerranée, numéro 37. Et vous pouvez d'ailleurs voir sur ces petits camemberts que la partie bleue, donc c'est quand le stock va bien, et en rouge, c'est quand il est surexploité. Et on voit bien qu'en Atlantique Nord, d'énormes progrès ont été faits depuis des années, et donc que cette zone, la 27, se porte plutôt bien. Nous avons, donc parlé tout à l'heure du thon. Vous veillerez donc à présent, à veiller, à la mention de la zone de pêche sur, les boîtes quand vous achetez des boîtes de thon, et éviter la zone 51 qui est donc l'océan Indien, une zone qui peut être synonyme de dérive. Nous en reparlerons avec Amélie ultérieurement. Donc connaître la zone de pêche est important, elle permet de comprendre d'où vient le poisson que l'on consomme. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour s'assurer de consommer de manière responsable, car la manière dont votre poisson a été pêché est tout aussi important. Et là, il faut zoomer sur les méthodes de pêche et leurs impacts. Donc sur cette carte, qui est très pédagogique, vous voyez un petit dessin avec toutes les pratiques de pêche. Donc certains types de pêche sont plus ou moins impactants pour les écosystèmes. Ces différences s'expliquent en partie par le type de pêche pratiquée, pêche industrielle ou pêche artisanale, et les engins utilisés. Donc on va revenir 2 minutes sur les termes. Alors la pêche artisanale, aussi appelée petite pêche côtière, utilise des techniques plus traditionnelles avec des bateaux plus petits, de moins de 12 mètres, et a donc un impact plus limité que la pêche industrielle. Mais bien que son préjudice environnemental soit plus faible, en ciblant notamment des espèces locales, certaines pratiques, et il faut le souligner, sont destructrices, comme la pêche à la dynamite ou au cyanure, qui sont interdites évidemment en Europe, mais présentes encore en Asie du Sud-Est. Donc attention aux termes. La pêche industrielle, a lieu sur des bateaux évidemment qui sont plus gros, plus de 24 mètres. Elle utilise des technologies plus avancées pour cibler des espèces à haute valeur commerciale. Son impact est plus important sur les stocks car elle capture forcément beaucoup plus et a la capacité d'épuiser plus rapidement les stocks halieutiques. Donc le type d'engin utilisé, joue un rôle essentiel. Certains dispositifs, sont plus impactants, que d'autres qui sont plus sélectifs. Donc on fait un petit, panorama, des différents engins. Donc on a les engins traînants, le chalut de fond que vous connaissez, et pélagique. Donc le chalut, c'est comme une chaussette, comme disait ce matin Philippe sur, RTL, un immense filet, traîné, derrière un bateau qui est au contact direct, des fonds marins. Donc le chalut peut détruire les habitats, entraîne de nombreuses prises accessoires, des poissons juvéniles et des espèces non ciblées. Donc son impact écologique est incontestable et malgré ça, on le sait, on en a parlé dans notre précédent webinaire, il est encore permis, dans les aires marines protégées. Évidemment, on est, tout à fait contre. La drague, donc c'est un engin métallique qui est rigide, qui est tiré sur le fond pour récolter les coquillages notamment, comme les coquilles Saint-Jacques. La drague, a un impact, mais à savoir que les coquilles Saint-Jacques sont souvent sur des fonds rocheux, donc l'impact, est moindre pour ce type de pêche. Les filets maillants ou les seines, donc ils capturent, les poissons en les empêchant de ressortir par les mailles du filet. Ils n'endommagent pas les fonds marins, mais peuvent piéger des espèces non ciblées comme les tortues, les dauphins, les requins et ainsi, perturber les équilibres des écosystèmes. Ensuite, on a la pêche à la ligne ou les palanques, donc c'est une méthode traditionnelle, la pêche à la ligne. Des lignes qui sont composées, de multiples hameçons, appâtés et qui permettent de cibler certaines espèces, souvent un poisson à la fois. Les nasses et les casiers. Donc là, vous connaissez ces systèmes. Il s'agit de pièges posés sur le fond marin qui sont conçus pour capturer les crustacés et les poissons des fonds comme les homards, les crabes ou les seiches. Ils sont sélectifs et peu destructeurs. Sauf, comme les filets, comme les lignes, s'ils sont abandonnés ou perdus en mer, on parle d'engins fantômes, qui sont une véritable problématique. Et d'ailleurs, à la Fondation de la mer, nous avons un programme qui s'appelle «Repêchons les océans» qui vise à récupérer les engins de pêche, abandonnés en mer.
Donc, comme vous le voyez, se renseigner sur le mode de pêche est indispensable pour consommer de manière plus responsable. Donc, si vous avez le choix, privilégiez des poissons issus de la pêche à la ligne, de la pêche en circuit court, de préférence. Nous voyons que savoir lire une étiquette permet de consommer donc de manière plus éclairée, type de poisson, mode de capture, zone de pêche. Qu'en est-il des poissons qui ne sont pas vendus entiers? Donc là, on va s'intéresser, aux poissons, dits transformés. Donc les produits transformés se divisent en 2 catégories. Première transformation, filetage, découpe, préparation, séchage, salage, cuisson, conditionnement et deuxième transformation, salage, fumage, conserve, marinade, surgélation, préparation de pulpe, de farine et de plats préparés. Autrement dit, un poisson, dès qu'il est vidé, des crevettes qui sont pré-cuites ou une conserve de thon sont tous les 3 considérés comme des produits transformés. Ils représentent pourtant une grande partie du marché et pour ce type de produit, aucune obligation d'étiquetage. Conséquence directe, aujourd'hui, pour 38 des produits, de la mer transformés vendus en France, il est impossible de déterminer de manière formelle l'espèce, l'origine ou l'engin de pêche utilisé. Donc vous l'aurez compris, lire une étiquette demande déjà une certaine vigilance, mais même avec toutes ces informations, il peut être difficile de faire un choix vraiment éclairé sur notre consommation de poissons, surtout face à la diversité des produits et au manque de transparence de certains produits transformés. C'est là qu'interviennent les labels qui sont là pour nous guider dans nos choix en garantissant des pratiques responsables. Mais est-ce vraiment le cas? Philippe? Merci, Élodie. Alors, le plus connu des labels, c'est le MSC, le label Marine Stewardship Council. Et ce qu'il faut dire en préalable, d'ailleurs, c'est que le terme de pêche durable, on comprend ce que ça veut dire, mais n'a pas de définition juridique claire, et ce qui ouvre une porte à une utilisation parfois abusive de ce terme. En réalité, pêche durable, c'est donc une pêche qui permet le renouvellement des stocks, mais aussi plus largement une pêche respectueuse de l'environnement et des hommes. Donc, ces dernières années, plusieurs ONG ont remis en question la fiabilité du label MSC. Pourtant, le label MSC, il faut le rappeler, est une belle initiative lancée par le WWF et Unilever il y a maintenant de nombreuses années. Et ce label a le mérite d'exister, même s'il n'est pas irréprochable. On comprend d'ailleurs beaucoup de nombreux points d'amélioration. Le WWF, qui a été à l'origine de ce label, d'ailleurs, le recommande aujourd'hui avec certaines réserves. Le MSC certifie en grande partie des pêcheries industrielles et même s'il a publié un document spécifique sur les exigences en matière de conditions de travail, le MSC ne prévoit pas d'audit systématique sur les conditions de travail en mer. Le système d'attribution manque parfois de cohérence, les pêcheries payent directement les organismes chargés de les évaluer. L'impact du label MSC a pourtant un impact direct sur la décision d'achat du consommateur. Des entreprises comme Findus ou Picard utilisent le logo MSC pour valoriser leurs produits. Mais ce label a le mérite aujourd'hui d'exister et reste la référence. Alors, comment faire? Pour nous aider à choisir nos produits de la mer, on peut télécharger l'application gratuite Mister Good Fish, par exemple. Et elle indique quelles espèces de poissons et fruits de mer sont à privilégier. Elle répertorie les espèces à acheter près de chez vous grâce à une liste de restaurants et poissonniers partenaires, ainsi que les recettes simples pour bien les cuisiner, mais aussi elle certifie certains produits transformés. C'est intéressant parce que le poisson est classé par stock, donc par façade maritime, par saison et par taille, une taille qui lui permet une première reproduction. On peut soutenir aussi des initiatives comme Poiscaille, qui proposent des produits locaux, traçables et issus de pêche durable. Nous pouvons choisir des restaurants affiliés au réseau Ocean Friendly Restaurants, lancé par la Surfrider Foundation, qui accompagne les établissements engagés dans une démarche respectueuse de l'environnement. Et à présent, vous avez donc tous les outils pour mieux consommer, mais malgré tout cela, la traçabilité garantie à 100% n'existe pas, vous l'avez compris. En effet, jusqu'à un poisson sur 5 qui arrive dans votre assiette serait issu de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Mais de quoi parle-t-on exactement? Merci Philippe.
En novembre 2024, la Fondation de la mer avait sorti un rapport très détaillé, intitulé Vaincre la pêche illégale, une promesse pour nourrir le monde. On va vous remettre le lien dans le chat pour ceux qui suivent la Fondation de la mer, probablement. Vous en aviez déjà pris connaissance. Alors, qu'est-ce que la pêche INN? Pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est un rappel. La pêche INN, illégale, non déclarée et non réglementée, qui en fait englobe une grande variété d'activités qui sont liées à la pêche. Elle est présente sur tout type de pêche et elle a plusieurs dimensions. Elle a lieu à la fois en haute mer et puis dans les zones qui relèvent de la juridiction nationale. Elle concerne tous les aspects, mais aussi toutes les étapes de la capture et de l'utilisation du poisson. Et puis elle peut parfois être associée même au crime organisé, ce qu'on avait souligné. Alors, la pêche illégale, elle englobe tout acte de pêche qui ne respecte pas les réglementations en vigueur, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales. D'ailleurs, il s'agit essentiellement d'activités qui enfreignent des législations, les législations des pays ou qui dépassent des quotas ou les recommandations des ORGP dont on parlait tout à l'heure, Organisation régionale de gestion des pêches. La pêche non déclarée, elle concerne les espèces dont les captures et les conditions de pêche et de transport sont cachées ou alors renseignées de manière erronée et dissimulée aux autorités compétentes. Si les individus sont trop petits ou non ciblés par la pêcherie et rejetés en mer, alors ils sont considérés comme de la pêche non déclarée. Et puis enfin, la pêche non réglementée, elle couvre la capture de stocks qui font l'objet d'aucune mesure de gestion ou de conservation dans une zone de pêche donnée. Et cette pêche-là, elle peut conduire évidemment à de graves déséquilibres des écosystèmes marins. Donc la pêche INN, elle concerne tous les animaux marins, des crustacés, mammifères aux oiseaux. Et peut-être savez-vous que la pêche illégale, c'est le troisième crime lié aux ressources naturelles le plus lucratif, ce qu'on avait pointé du doigt, après l'abattage illégal de bois et puis le trafic minier. Ce sont des chiffres notamment qui avaient été soulignés par EJF. Alors, en quelques chiffres, la FAO estime que la pêche INN représente entre 20 et 30% des prises, ce qui est énorme. Mais en fait, évidemment, par définition, on ne le sait pas de manière très précise. On pense que c'est 10 à 26 millions de tonnes de poissons par an. Pour se rendre compte, c'est l'équivalent de 5 millions d'éléphants en poids. Et la pêche INN, évidemment, est un fléau qui met en danger la bonne santé de l'océan et donc la sécurité alimentaire mondiale, avec des conséquences qui sont multiples. Perte de moyens de subsistance, donc financiers, alimentaires, perte de biodiversité, et puis encore violation de droits humains. La pêche est synonyme d'emploi et d'alimentation, on l'a dit, avec la plus grande flotte de pêche en eau lointaine au monde. Évidemment, la Chine est régulièrement pointée du doigt pour son manque de transparence, ses pratiques qui sont tout à fait prédatrices, et puis l'utilisation de sociétés écrans pour contourner les régulations locales. On peut citer un exemple au Sénégal, où les pêcheurs locaux subissent un véritable fléau. Les industries chinoises de transformation s'installent directement sur site, et puis elles produisent des quantités supérieures aux quantités de poissons originellement débarqués. Il y a donc des sociétés écrans qui sont créées pour sénégaliser les navires de pêche et puis obtenir facilement les licences de pêche. C'est un méfait qui avait aussi été pointé du doigt par les études de EJF. S'agissant de la biodiversité, la biodiversité marine, évidemment, elle souffre particulièrement des prises accessoires. Les oiseaux, les mammifères marins, les tortues sont capturés involontairement par les engins de pêche qui contribuent à l'appauvrissement des stocks. Puis la pêche INN, elle est associée à des dérives comme le travail forcé et l'esclavage moderne, ce qu'on pointait dans le rapport de la Fondation de la mer. Et pour échapper au contrôle, les navires pratiquent cette pêche, changent fréquemment de nom, d'armateur et restent en mer pendant des mois, parfois même pendant des années et des années sans toucher terre. Donc il y a des équipages qui travaillent dans des conditions qui sont souvent absolument inhumaines, isolés de leur famille et puis sans aucune possibilité de retour. On est vraiment dans l'esclavage moderne. Et donc pour approfondir ces liens entre pêche INN, exploitation en mer et puis atteinte aux droits fondamentaux, je vais maintenant céder la parole à Amélie de EJF qui va nous apporter un éclairage et son éclairage expert sur cette réalité qui est dramatique, tragique et qui est encore assez méconnue, faut le dire, du grand public.
Merci beaucoup Alexandre et merci à la Fondation de la Mer vraiment pour, mettre encore une fois, ce sujet, en lumière aujourd'hui. Donc en effet, à EJF, Environmental Justice Foundation, ça fait plus de 20 ans maintenant que nous travaillons sur les sujets de pêche INN et des abus donc des droits de l'homme qui y sont associés. Nous sommes présents dans 16 pays et une particularité de notre organisation, c'est qu'on fait vraiment des enquêtes de terrain. On travaille avec déjà les communautés locales et en plus on réalise des enquêtes de terrain sur les abus et on produit des films d'investigation. Donc cela appuie bien sûr ensuite un plaidoyer. Et en Asie du Sud-Est, notamment, nous avons des enquêteurs qui vont recueillir des témoignages de pêcheurs qui ont été victimes de violations des droits humains. Notamment, on a dit à bord des flottes hauturières. Et comme l'a souligné Alexandre, certains passent vraiment des années en mer. Dernièrement, on a eu un cas, quelqu'un qui a passé 6 ans en mer, sans même voir la côte et communiquer avec leur famille. Donc, j'aimerais vous montrer un de nos films d'investigation, mais avant ça, juste peut-être vous indiquer quelques chiffres. Donc, d'après l'Organisation internationale du travail, dans le monde, on a plus de 120 000 pêcheurs qui sont en situation de travail forcé en mer. Vous voyez en photo de fond un pêcheur que nous avions interviewé qui a perdu ses doigts parce qu'il a été forcé à travailler pendant 18 heures dans un congélateur avec des équipements qui étaient évidemment pas du tout adaptés. Et ce qui est fou, c'est que même des acteurs qui sont indépendants, qui sont là pour aider à faire respecter les lois, peuvent être la cible d'abus similaires. C'est le cas de ce qu'on appelle les observateurs des pêches, et on a plus de 20 observateurs des pêches qui sont morts ou qui ont disparu au cours des 15 dernières années. Vous voyez sur la droite notamment la photo de Samuel Abayateye, un observateur des pêches ghanéen. Fin 2023, son corps a été retrouvé décapité et mutilé sur une plage du Ghana, simplement parce qu'il faisait son travail. Donc, Alexandre et aussi Elodie l'ont souligné, même si des abus existent sur de nombreuses flottes, c'est vrai que la flotte hauturière chinoise se distingue par vraiment un impact humain et environnemental d'une ampleur qui est quand même assez démesurée et particulièrement choquante, avec des cas vraiment récurrents de travail forcé, des violences physiques, morales, en plus de pêche illégale. Donc vous allez voir une partie d'une investigation qu'on a réalisée sur ces flottes tonnières chinoises dans l'océan Indien, région qu'Élodie mentionnait. Donc si vous pouvez passer la vidéo, merci beaucoup. The Chinese distant water fishing fleet is the largest in the world, with thousands of vessels operating across every ocean, catching millions of tons of fish every year. And it's become notorious in recent decades for widespread illegal fishing practices and severe human rights violations, with hundreds of Chinese vessels implicated in multiple regions across the world. Among the affected areas is the Southwest Indian Ocean, a biodiversity hotspot that's home to thousands of unique marine species and which supports millions of people who rely on the sea for food and income. For years, Chinese and local governments have promoted the socio-economic benefits of embracing Chinese investment in the region's fishing sector, proclaiming a zero-tolerance approach to illegal fishing. But instead of the promised prosperity and development, an investigation by the Environmental Justice Foundation has revealed human rights abuses and ecological harm on an industrial scale. Kadang kerjanya ada yang 18 jam, kadang 19 jam. Dan banyak kadang 22 jam sampai. Oh, kalau ini pertama kali saya kerja gulung-gulung nilon. Nggak pakai sarung tangan. Kenapa nggak pakai sarung tangan? Soalnya kan nggak dibolehin sama mandarnya. Terus tangan kosong katanya. Tiga kali. Sini. Kaget dan kaget, cuman kaget.
kita di tengah laut terus gitu. Ada salah satu ABK minta pulang sama kapten tuh, minta pulang, terus nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Satu udah nggak tahan, mungkin karena ada pengaruh sekitar 3 minggu itu dia itu selama itu tuh dia tuh dilihatlah CCTV itu dicari sekitar kejadian sekitar jam berapa. Di sekitar jam 6.20 kalau nggak salah tuh dia terjunnya tuh. Merci. Donc, bon, les témoignages, je pense, parlent d'eux-mêmes. Une question qui demeure, c'est pourquoi ces pratiques persistent malgré les lois. Et la Fondation de la mer l'a mentionné, un problème clé, c'est l'opacité. On se bat contre des fantômes en fait, parce que la pêche mondiale, c'est un des secteurs les moins transparents. On ignore souvent qui pêche où, quoi, avec quel équipement, et puis surtout qui profite réellement. Donc c'est vraiment un terrain idéal pour les réseaux criminels, comme on a mentionné. Et pour sanctionner efficacement, il faut pouvoir trouver les gens qui contrôlent ou qui profitent véritablement des opérations tout au bout de la chaîne, ce qu'on appelle souvent les bénéficiaires effectifs. Malheureusement, ils ont la capacité à se cacher derrière des sociétés écrans, des montages offshore, etc. Et donc, au final, ce sont souvent les petites mains, les gens qui sont facilement remplaçables, comme les capitaines, qui sont sanctionnés. Donc, c'est un peu comme arrêter un petit dealer des rues sans jamais toucher aux têtes du cartel. D'où l'urgence d'instaurer une véritable transparence. Et ces efforts doivent être notamment faits au niveau national, donc par les gouvernements. La transparence, c'est facile, c'est pas cher, c'est efficace. Ça marche notamment dans le secteur minier, dans l'exploitation forestière, qui sont aussi à haut risque. Et c'est pour ça que JF et plus de 50 acteurs internationaux de la société civile se battent pour que les gouvernements, les différents pays adoptent ce qu'on appelle, sur la droite, vous l'avez, la Charte mondiale pour la transparence des pêches. Et donc, nous vous appelons à votre échelle à demander à vos représentants politiques de vraiment en faire une priorité. Merci. Merci Amélie. Bon, le constat est grave, mais il y a quand même, il faut le souligner, quelques progrès. La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, qui s'est tenue en juin à Nice, a été, il faut le souligner, un vrai catalyseur dans la lutte contre la pêche INN. Le thème de la pêche INN a occupé une place qui était vraiment centrale. Et ça a permis de sensibiliser un large public. Avec Amélie, d'ailleurs, on était intervenu lors d'une conférence à l'UNOC, et puis de renforcer la visibilité d'initiatives qui sont menées depuis plusieurs années par des organismes spécialisés. On peut citer EU IUU Fishing Coalition, EJF, ou encore le WWF, le WWF en Guyane. Et cette année, elle a montré des avancées qui sont diplomatiques, importantes. Et puis, il y a eu une mise à disposition d'outils essentiels pour progresser. Alors, dans le système de contrôle, notamment avec l'adhésion de la Chine à l'accord de la FAO sur la surveillance des ports, dit PSMA, l'entrée en vigueur en septembre 2025 d'un accord historique de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche, qui interdit les subventions aux navires impliqués dans la pêche INN et oblige à plus de transparence. Accord vraiment très très important. C'est le premier dans l'histoire de l'OMC, le premier accord à vocation environnementale. Et puis le système de carton de l'Union européenne fait ses preuves, puisque le Vietnam, qui est sous carton jaune depuis 2017, se voit intensifier ses efforts pour lutter contre la pêche INN et pour se défaire de sanctions qui sont commerciales et donc qui fonctionnent. Puis il faut noter que la France est un leader dans cette transparence. Quand on fait bien les choses, on peut le souligner. Puis on a avancé dans la protection des droits humains et des travailleurs de la pêche, avec, on peut le souligner, l'adhésion de la Côte d'Ivoire et de la Belgique à la Convention 188 de l'OIT sur le droit du travail. Aussi dans la protection de la biodiversité, des avancées, le traité BBNJ sur la haute mer constitue un jalon crucial en créant un cadre international pour réduire les pressions sur les stocks halieutiques dans ces zones. Et donc il vise à renforcer la surveillance et la coopération entre États afin de mieux gérer et contrôler les activités
de pêche en haute mer, et puis créer un réseau d'aires marines protégées en haute mer, limitant l'accès et les zones où la pêche INN peut s'exercer. Il y aura donc une première COP océan adossée à ce traité en 2026. Et donc, bien que toutes ces avancées soient un signal fort d'une mobilisation internationale pour la protection de l'océan, on n'oublie pas que pour que ces traités aient une portée globale et effective, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait un nombre plus important de pays qui y adhèrent, qui ratifient et qui appliquent ces accords. Alors, il y a un an, la Fondation de la mer avait publié donc ce rapport sur la pêche INN qui regroupait des recommandations, beaucoup de recommandations. Et sur la base de ces recommandations, nous continuons toujours à demander pour le consommateur d'être plus attentif à l'étiquetage présenté précédemment, pour qu'on puisse diversifier notre consommation et puis sortir du trio saumon, thon, cabillaud. Qu'on puisse être attentif à la zone de pêche, dont on a parlé hein, précédemment, aux techniques de pêche, et puis chaque fois que c'est possible, utiliser des méthodes de pêche alternatives au chalutage, pour les raisons qu'on a évoquées encore une fois tout à l'heure. On demande aussi pour les acteurs de la filière pêche une révision des critères d'attribution des labels pour qu'ils soient plus transparents, que les exigences soient renforcées encore en matière de respect de l'environnement et des droits humains, tout en soulignant que, évidemment, c'est déjà une très bonne chose qui puisse exister. Et puis, pour les États et les gouvernements, on nous demande qu'ils assument véritablement leur rôle essentiel en plaçant la science et les pêcheurs au cœur de leurs actions. Et ils peuvent notamment agir, les États, par le droit, en rendant obligatoire la traçabilité avec obligation de l'étiquetage des produits transformés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qu'on soulignait tout à l'heure, puis des sanctions réellement dissuasives pour garantir la sécurité des pêcheurs et puis des observateurs. Les États peuvent aussi agir par la technologie, en exploitant les outils de suivi et les données ouvertes pour plus de transparence. Et sûrement, là, il y a des développements technologiques importants qui peuvent être faits pour pouvoir lutter contre la pêche illégale. Et puis par la diplomatie, la possibilité d'agir en partageant des informations entre États et puis en harmonisant les règles. Le deuxième volet de l'accord sur les subventions de la pêche, dit fiche 2, sera essentiel à ce sujet. Donc le combat continue, la mobilisation doit être entière, la situation est grave, mais en cette année 2025, on peut quand même saluer des avancées qui sont importantes. Voilà, et maintenant, quelques mots de conclusion. À toi. Alors, merci à tous, donc à nos intervenants, merci à toutes et tous pour votre participation. Donc, vous l'aurez compris, il ne s'agit absolument pas de stigmatiser, hein, les pêcheurs qui ont un métier difficile, hein, que ce soit, en grosse pêche ou en pêche artisanale, mais de dénoncer plutôt le système opaque, et meurtrier et encore trop méconnu, du grand public, hein, de la pêche illégale. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger du poisson, mais de prendre conscience, des bons réflexes à adopter pour consommer de manière plus responsable possible, la plus responsable possible, hein. Donc vous l'avez vu, en lisant les étiquettes, en se renseignant sur la saisonnalité des poissons, en choisissant, des modes de pêche, et des techniques de pêche, les plus respectueuses possibles pour protéger les écosystèmes marins, et évidemment les hommes qui en dépendent, que ce soit les consommateurs ou les pêcheurs.